Bonjour à tous. Bon, j'aime pas du tout qu'on me présente comme ça. Je préfère qu'on me présente comme un geek, c'est beaucoup plus clair. Alors je suis un geek qui aime bien en effet la création et l'art, et donc évidemment depuis que je code, depuis que j'aime les ordinateurs, j'ai exploré comment on pouvait faire de l'art et faire de la création avec les ordinateurs. Et bien sûr, quand l'intelligence artificielle est arrivée, ça a été l'intelligence artificielle générative, il y a 3 ans, ça a été assez grisant pour moi, parce que j'explorais ces technologies depuis 10 ans, et tout d'un coup, on n'avait plus besoin de passer 6 mois à bidouiller un modèle pour arriver à faire une image à peu près potable. Tout d'un coup, c'était vraiment une déferlante de nouveaux possibles qui s'ouvraient. Et je suis quelqu'un de particulièrement optimiste. L'optimisme, c'est pas du tout de voir les choses positivement, en fait. Parce que quand on regarde le monde qui est le nôtre aujourd'hui, il a quelques problèmes. Je m'intéresse à la dimension géopolitique de l'IA, et donc tout n'est pas réjouissant. Mais quand on est optimiste, quelle que soit la situation, qu'elle soit positive ou négative, on a envie d'agir dedans en se disant on va trouver des moyens que ça aille mieux. L'optimisme, c'est ça, c'est pas du tout de voir des choses positives, sinon c'est de la naïveté, c'est de se dire qu'on peut agir quel que soit le niveau de positivité ou de négativité du monde. Et vous savez que dans la création, actuellement, l'intelligence artificielle polarise beaucoup. Il y a une partie des créateurs qui se sentent très menacés et qui crient au loup vis-à-vis de l'intelligence artificielle, et je les comprends, j'en parlerai un petit peu après de cette posture-là. C'est pas la mienne, hein. Je ne partage pas cette posture-là. Moi, en effet, je pense qu'avec la création, avec l'intelligence artificielle, il y a une ouverture créative absolument incroyable et nouvelle qui est devant nous. Et ça, c'est simplement de l'optimisme, c'est-à-dire que quel que soit l'impact qu'aura l'IA sur notre monde, autant y aller, autant créer avec, autant la détourner, autant imaginer les nouveaux possibles qu'elle a, plutôt que faire barrière. Donc, moi, ce que je veux essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est ça, c'est quelques possibles nouveaux que l'IA ouvre, qui sont, d'après moi, assez grisants pour tout créateur. Alors, je vais faire juste d'abord une métaphore. Comme toutes les métaphores, il ne faut pas la prendre au pied de la lettre. Je vais la remettre en cause une fois que je l'aurai fait. Mais c'est avec l'arrivée de la photographie. Quand la photographie arrive, évidemment, il y a un certain nombre d'artistes, peintres, dont l'excellence est de représenter parfaitement la nature. Par exemple, les portraitistes, ils font des portraits parfaits des gens, et comme on n'a pas de dispositifs techniques qui permettent en un clic de reproduire la nature, ça a une très grande valeur, et on va considérer que quelqu'un qui est virtuose dans la reproduction de la nature, de l'existant, est un grand artiste. Et puis l'appareil photo arrive, pouf, un clic, et j'ai la meilleure reproduction possible de ce qui est en face de moi. Un artiste ne pourra jamais faire aussi bien, ou quasiment. Donc tout d'un coup, en effet, il y a toute une classe d'artistes qui se dit qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas de l'art, on fait qu'appuyer sur un bouton, il n'y a aucune virtuosité, donc c'est pas de l'art, c'est de l'arnaque, c'est horrible. Et puis force est de constater, quand on regarde historiquement, que d'une part, il y a tout un nouvel art qui s'est développé, l'art photographique avec ses codes. Au lieu d'explorer la couleur, il explore la lumière, il a ces nouvelles formes d'expression. Et puis, force est de constater aussi que la peinture a vécu une libération incroyable tout d'un coup, puisque ça n'avait plus de valeur de reproduire la nature, on a pu commencer à reproduire le champ des émotions appliquées à la nature. Ça a donné l'impressionnisme, l'expressionnisme, toute la libération picturale avec l'art abstrait de tout le XXe siècle. Donc ça a eu un impact énorme sur la peinture parce que ça a enlevé la valeur de la reproduction parfaite de la nature. Alors, là où la métaphore achoppe, parce qu'on pourrait se dire pour l'IA c'est pareil, elle est en train d'automatiser, de commoditiser certaines techniques, là où c'est différent, c'est qu'elle commoditise toute technique. Il n'y a absolument aucune raison de penser que l'humain fera mieux que l'IA à quoi que ce soit. On crée des outils qui nous dépassent. Si un marteau ne tape pas plus fort que ma main, je ne crée pas de marteau. Et il est absolument clair maintenant qu'on va créer des systèmes d'IA qui seront plus capables que nous à peu près tout. Si on essaye de se mettre en compétition avec la machine, on a perdu d'avance. Ce n'est pas là que se joue le jeu de la création. C'est là que se joue le jeu sûrement géopolitique, de la productivité, du travail, etc. Ça, c'est clair. Mais dans la création, ce n'est pas là que se jouent les questions de l'IA. Comme elle va détruire absolument toute la technicité, les sociologues ont amené un terme, c'est ce qu'on appelle le sacre de l'amateur. Tout d'un coup, être virtuose n'est plus le signe d'être un artiste. Alors c'est horrible pour ceux qui ont passé 40 ans à être capable de dessiner sublimement, ou à faire de l'animation avec des logiciels traditionnels, ou à jouer d'un instrument de musique incroyable. C'est extrêmement violent pour ces gens-là.
tout d'un coup, en appuyant sur un bouton, je peux avoir un résultat qui est quasiment aussi bon ou peut-être même meilleur dans certains cas. C'est très violent. Mais le fait est qu'on a ce sacre de l'amateur, on n'a plus besoin d'être virtuose pour jouer avec toutes les modalités créatives qui s'offrent à nous à un niveau de virtuose. Et ça va bien sûr faire que s'améliorer. La démo que j'ai fait là, il y a 2 ans, je pouvais déjà la faire. Et toutes les IA que vous voyez aujourd'hui sont les pires IA que vous ne verrez jamais. On a une accélération très très rapide. Et même dans le jeu vidéo, vous avez peut-être vu Genie 3 il n'y a pas très longtemps qui est sorti. On n'est pas très loin, on commence à voir les premiers signaux du prompt tout jeu vidéo. On explique le jeu vidéo qu'on veut et il nous est généré avec des environnements magnifiques, incroyables. Ce qui nous manque surtout aujourd'hui, c'est de la puissance de calcul, en fait. Donc, l'IA, c'est clairement l'ennemi du technicien. Il faut prendre acte de ça. Par contre, ce n'est pas l'ennemi du créateur. On est en train de vivre une délivrance, comme la photo a délivré la peinture de la technicité et a rendu possible, par exemple, de l'art comme Kandinsky, où on peut se dire un gamin en maternelle, il fait des gros pâtés de couleurs et ça rend la même chose. Oui, mais ce n'est pas ça l'art, ce n'est pas juste l'exécution. L'IA est en train de délivrer toute la création de la technicité. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que ça va nous amener. Si aucune technicité ne reste au cœur de la création, comment on va recentrer la création? Il y a 2 mots, création et technicité, ce n'est pas le même mot, donc c'est que ce n'est pas la même chose. Donc ça va nous obliger à définir très finement ce qu'est la création et à trouver très finement où est l'acte créatif. Alors, l'évident, c'est de se dire que c'est évidemment dans l'intention. Toutes ces IA, si à un moment je ne les prompte pas, elles ne font rien. Elles n'ont pas le désir de. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui en tout cas, est fondamentalement humain, voire même biologique, c'est très incarné. Et donc, l'étincelle initiale pour avoir envie de créer, ça, c'est quelque chose, a priori, on peut avoir toute la technicité derrière qui n'est pas automatisable. Mais ce que ça va surtout permettre, c'est des intentions beaucoup plus vastes. Avant, on avait besoin de se concentrer sur un domaine de la création parce qu'il fallait délivrer une technicité pour arriver à créer. Si je n'étais pas virtuose en piano, je ne pouvais pas être un grand pianiste. Aujourd'hui, comme on n'a plus besoin de cette technicité, qu'on n'a plus besoin de passer 10, 15, 20, 40 ans pour être le meilleur virtuose de son domaine, tout d'un coup, on peut créer de façon complètement multimodale. Alors, ce que ça permet, c'est que vous connaissez Tolkien. Tolkien, il n'écrit pas un bouquin, il crée un univers, ce qu'on appelle un lore, des fois, dans le monde notamment du jeu vidéo. Il crée un univers avec ses codes, avec sa cohérence interne. Il crée, on va dire, toute une gamme complète dans laquelle ensuite on peut jouer à écrire un livre, à faire un film, à faire un jeu vidéo, à faire un podcast, j'en sais rien, en faisant parler Legolas si on veut. Bref, on peut vraiment ouvrir complètement le champ de ce qui est possible quand on a un univers. À l'intérieur de cet univers, on peut créer plein de choses. Alors, on n'est pas tous Tolkien, pourtant en tant que créateur, et même en tant que non-créateur, on est beaucoup à avoir des univers en nous, et pas juste des œuvres. Et donc, pour moi, l'avenir de l'art, il tient en une idée, c'est ne plus chercher à créer des œuvres, ne plus chercher à créer des œuvres objets, chercher à créer des œuvres univers. On a la possibilité, cet acte démiurge qu'il y a dans toute volonté créative, on a la possibilité d'accoucher des univers qu'il y a en nous, et pas seulement des œuvres uniques. On est à un moment où tout d'un coup, il devient possible de tous jouer à être Tolkien, à construire des univers complets, à se concentrer sur la construction de l'univers, au sens à donner à cet univers, au code, à la cohérence de cet univers, et ensuite à l'intérieur de cet univers de pouvoir y créer de façon extrêmement libre et extrêmement efficace grâce à des systèmes d'IA qui prennent en charge toutes les technicités virtuoses dans les différentes modalités de la création. C'est ce que moi j'appelle en effet la création arborescente. L'idée qu'une fois qu'on a planté cette graine qu'est notre univers, il peut en germer énormément de choses. Alors, cette idée de création arborescente, elle m'a tellement frappé à un moment, je me suis tellement rendu compte avec l'évolution de l'IA que la technicité et la verticalité des arts étaient remises en cause, qu'on allait vers des arts totaux, création d'univers et à l'intérieur de ces univers, des créations complètement hybrides, transmédia, où les choses se parlent, se répondent, etc. Ça m'a tellement frappé que j'ai voulu pas seulement le penser, mais l'agir. Et donc, j'ai créé un studio qui s'appelle le Studio Entremonde. Je vais vous montrer nos premières créations liées à cette démarche-là.
Entre mondes, vous l'aurez bien compris, le nom est lié à ce que je raconte, hein. C'est l'idée de créer entre les mondes, alors entre l'avenir et le passé, puisqu'on crée avec de l'IA, mais aussi avec tous les savoir-faire traditionnels que l'IA est capable de nous mettre à disposition, et puis entre les mondes, entre toutes les modalités créatives, et puis aussi entre les mondes avec toujours cette petite ambiguïté de la période en transition dans laquelle on est, où à travers tout ce qu'on crée, on vient bien sûr chatouiller certaines communautés créatives, et donc on vient poser des questions. Et on le fait avec la volonté, bien sûr, de discuter, d'ouvrir ce débat. Donc, je vais vous montrer les deux premiers projets de ce studio. Un qui a déjà abouti, même si évidemment quand on crée un univers, ensuite cet univers est infini, c'est un jeu infini, donc il n'est jamais terminé, mais je vais vous montrer les premières créations de ce premier univers, et puis un deuxième univers qui est en gestation, je vais vous montrer les premiers codes. Donc vous avez un site web, le site du studio, sur lequel vous pouvez retrouver alors, tous les détails de la création arborescente, et puis nos univers. Donc le premier univers, c'est l'univers Hello. En effet, à côté de la création, je m'intéresse beaucoup à la question géopolitique de l'IA et notamment à la question de l'arrivée des superintelligences dans notre société qui nous pend au nez aujourd'hui et qui est un impensé politique. Et donc, on a besoin, par les imaginaires, de s'approprier ces questions, de les mettre à la portée du grand public et de donner un sens spirituel grâce à l'art à l'arrivée de ces technologies qui vont être une rupture anthropologique dans notre société. Donc, ce premier univers, c'est un univers d'anticipation. Il doit toujours se passer un petit peu au-delà de l'année en cours. Donc, quand on crée dans cet univers, on doit toujours être en projection. Il doit s'appuyer sur un haut niveau de crédibilité par rapport aux faits. C'est un univers d'anticipation et pas de pure fiction. Donc, c'est de la fiction parce qu'on est dans l'avenir, mais c'est une fiction qui doit être crédible. Donc, voilà quelques-unes de ces contraintes. Et puis, dans cet univers, on propose un certain nombre d'éléments graphiques, un certain nombre de personnages, et l'idée, c'est que quiconque crée dans cet univers peut ensuite proposer, pour les codeurs ici, faire des commits sur cet univers et proposer des nouveaux personnages, des nouveaux éléments qu'on va accepter dans l'univers, les intégrer pour l'enrichir. Et ensuite, donc, cet univers, c'est le but du studio, c'est que tout ce qu'on fait soit open source en termes d'univers, donc tous les éléments de l'univers peuvent être récupérés et sont sous licence Creative Commons. Donc si vous allez sur la page de l'univers, vous avez la licence sous laquelle il est. Vous pouvez découvrir le prompt d'univers qui en définit toutes les contraintes, qui permet d'être donné par exemple en prompt cadre à un système média pour brainstormer des idées d'œuvres à l'intérieur de cet univers. Vous avez tous les personnages, par exemple Allison. Vous pouvez avoir la description évidemment d'Allison, mais vous pouvez aussi voir différentes images, les récupérer, les télécharger, voir les prompts qui ont servi à générer ces images, puisqu'elles ont été générées avec de l'IA. Vous avez tous les éléments pour refaire ce type d'image ou pour faire d'autres images avec ce personnage, avec ces personnages qui sont là. Et donc, on a 4 personnages principaux, des personnages secondaires, un certain nombre de thèmes visuels liés au système d'IA qu'on peut explorer dans cet univers, etc. Et donc, dans cet univers Hello, la première création qui a abouti, c'est cette BD. Donc, avant d'être une BD, Hello est un univers. Et on a fait une BD donc, qui met en scène nos 4 personnages. Ça se passe entre 2025 et 2030, et ça raconte un scénario possible de l'arrivée des superintelligences via une espèce de course à l'armement entre... Alors, évidemment, les États-Unis et la Chine, c'est crédible, mais avec aussi un rôle donné un petit peu à tous les autres acteurs de cette géopolitique-là. Et on va suivre nos 4 personnages, et du coup, toutes les images de la BD peuvent être retrouvées sur le site, téléchargées, tout est open source, mais pas la BD finale. L'œuvre complète n'est pas open source, c'est tout l'univers graphique initial dans lequel on peut jouer. Après cette keynote, je fais un atelier avec la directrice artistique qui a bossé avec moi pour faire cette BD, et on va raconter tout le workflow de création, et on a une artiste qui s'est proposée, comme l'univers est open source, de récupérer les éléments et d'animer nos personnages et de créer de l'animation à l'intérieur de cet univers. Donc on commence à hybrider. On travaille aussi avec une école qui a des écoles, enfin c'est un groupe d'écoles qui a des écoles de journalisme, de bande dessinée justement, des écoles de code, des écoles de design, etc. Et dans toutes ces écoles, ils vont monter des équipes transdisciplinaires pour explorer des œuvres, créer des œuvres hybrides avec cet univers. Par exemple, ils ont commencé à faire des agents qui incarnent chacun des personnages de cet univers et qui viennent échanger avec les gens sur les réseaux sociaux pour leur donner des faits sur l'intelligence artificielle, des faits réels sur l'arrivée des superintelligences, pour récupérer de leur part des craintes, des questions, etc. Et pour ensuite créer des petites histoires à partir des craintes, des questions, des imaginaires que le public pourrait fournir à ces agents.
Donc là, tout d'un coup, on a même un concept d'œuvre complètement interactive qui exploite cet univers, mais qui vient se construire au contact du public. Donc ça devrait sortir dans l'année. On travaille avec ces étudiants là-dessus. Donc ça, c'est le projet qui a déjà abouti à un objet. Alors si vous avez envie, on montre la BD, on a un petit stand là-bas, et je vois qu'il y a la directrice artistique qui est à l'entrée là-bas, Nathalie. Et puis, le deuxième univers, c'est l'univers Clock. Là, ce n'est pas du tout le même type d'univers, c'est un univers beaucoup plus poétique. Et l'idée, c'est de permettre aux enfants de développer un nouveau rapport à la machine. Les enfants qui naissent aujourd'hui ou qui sont jeunes aujourd'hui, c'est la première génération qui va grandir avec l'évidence qu'une machine, ça parle. Et qu'une machine, ça sait plus que papa et maman. C'est vertigineux quand on y pense. C'est une génération qui va grandir avec des codes de la machine qui ne vont pas du tout être les codes d'une machine grise, rigoureuse, parfaitement, vous savez, procédurale, où A entraîne B, B entraîne C, etc. C'est une génération qui va grandir avec des machines émotionnelles, avec qui on tisse des liens. Tout ça, c'est aussi peu pensé, parce que c'est très nouveau. Et alors c'est eux, bien sûr, qui vont le penser le plus, ils vont le construire, mais on a envie, avec cet univers, d'offrir la possibilité de créer des œuvres qui racontent le lien de l'humain à la machine de façon plus poétique que les imaginaires cyberpunk qu'on a l'habitude de penser avec des Terminators où tout est noir, tout est horrible, tout est violent et tout est gris. On a envie de quelque chose de plus coloré et de plus profond en termes de lien. Donc on a développé cet univers dans lequel pour l'instant il y a très peu d'éléments. Je ne vais pas vous en montrer beaucoup, je vais juste vous montrer les personnages principaux. Hop. Donc on a une petite fille que vous voyez là-haut, et puis le petit robot Clock qui est son robot copain. Donc ça, c'est nos deux personnages principaux, et vous voyez le type d'univers dans lequel on propose de jouer. C'est un peu steampunk, mais avec quelque chose de beaucoup plus poétique, des inspirations qui peuvent venir aussi de créateurs comme Miyazaki ou comme Le Petit Prince, avec cette sensibilité poétique de la jeunesse, mais qui peut être racontée et écoutée par des adultes. On en tire un peu toute cette sagesse philosophique de la jeunesse. Et alors, on est en train, du coup, de créer la première expression de cet univers. La première expression de cet univers, c'est une série d'animations sur laquelle on travaille. On travaille pour l'instant sur le premier épisode. On le fait avec de l'IA, donc on a plein de contraintes à lever et ça va s'améliorer au fil de la technologie aussi. Et donc dans cette série d'animations, nos deux personnages, donc il y a 8 épisodes, vont passer dans une thèse de quête initiatique à la recherche du papa de la petite fille, parce que donc elle est toute seule avec ce robot dans un espèce d'atelier de montgolfière, et elle va devoir retrouver son papa parce qu'elle a trouvé la montre de son papa et sa montre est arrêtée. Elle se rend compte que la montre est arrêtée, donc elle pense que son papa est coincé dans le temps, et donc il va falloir essayer de le débloquer. Donc elle va passer d'univers en univers, et dans chaque univers va se poser une question du lien de l'humain à la machine, et avec son innocence de petite fille, elle va interroger Clock, et vont se nouer des dialogues un petit peu, là aussi, très poétiques sur ce lien qui met en cause notre orgueil humain, et en même temps essaye de développer quelque chose de plus tendre avec la machine. Voilà un peu pour l'instanciation, la réalisation que je veux essayer de lancer derrière cette idée de création arborescente. Et là, on verra où ça nous mène pour ce deuxième univers. Bien entendu, c'est des univers open source. Si vous avez des envies de jouer avec, vous êtes libre de le faire, c'est le principe. Et si vous avez envie de contribuer, de participer, n'hésitez pas, je suis super ouvert. On est pour l'instant 4 créateurs à participer activement au studio. On commence à en avoir d'autres qui commencent à amener des pierres. On verra si à un moment ils ont envie de rejoindre même le studio. C'est un studio décentralisé, indépendant. Chaque créateur n'est pas affilié au studio, il a sa liberté et on se rejoint pour des projets créatifs. C'est aussi cette nouvelle possibilité qu'offre l'IA. On ne fonctionne plus en agence, on fonctionne en réseau décentralisé. Donc si vous avez envie de créer, bien entendu, on est super appétant à toute énergie créative. Et si vous avez envie, on se retrouve, alors c'est plus 14h15, c'est 14h30 puisqu'il y a eu un petit décalage pour tester le workflow Hello dans la salle des ateliers. Un grand merci pour votre attention, je suis ravi d'avoir pu vous parler de ces projets.